À tout mes très chers, c'est Maniombe de l'Institut d'Histoire à Niger. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on a décidé de lancer un nouveau projet, on va dire, qui s'appelle le Talk Show à Niger. Et l'objectif, c'est de passer un moment avec vous, de discuter d'éléments, on va dire, d'actualité, des choses simples que l'on vit au quotidien. Et je me suis dit que pour cela, je n'allais pas le faire seul, que j'allais le faire avec une équipe de femmes en plus. Ah ben oui, de femmes, c'est vrai. Donc, je vais les laisser se présenter. Et ensuite, on va commencer à présenter le projet, le talk show. Donc, on commence à ma droite, du coup. Yes. Donc, merci Mayombe, merci de m'avoir invité, de nous avoir invités. Je suis Miezi de l'Institut d'Histoire à Niger, donc élève depuis 2000, je ne sais plus quelle année, ça fait longtemps, 2017, 2017-2018. Donc voilà, très heureuse d'être là aujourd'hui. On passe à l'autre dame. Atopé à tous, c'est Ime Jaina. Maniembe, je te remercie pour ton invitation. Je suis étudiante à l'Institut à Niger depuis septembre 2022. Okay. Donc, contente de participer à ce talk show en ce samedi matin. Premier épisode en plus, c'est magnifique. Tonton Atopé à tous, donc moi c'est Aqua. Donc merci Mayombe Matondo pour l'invitation. Et moi, je suis étudiante depuis quelques mois, peut-être deux ou 3 mois. Ok, ouais. C'est bien, on a les anciens, et puis les nouveaux. C'est très bien, on a réussi à jongler. Et comment ça va se passer? C'est de manière très simple, on va aborder des sujets d'actualité. Normalement, il y a certains ont préparé des dossiers, des projets. Donc tout le monde n'a pas été assidu aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est que on a quand même des sujets à aborder. Donc, on va quand même commencer par le sujet d'Ime Jaina, parce que je trouve qu'il est intéressant. Ça nous permettra de cadrer aussi ce qu'on fait. Et ensuite, vous pourrez intervenir et discuter. Donc, Ime Jaina, on t'écoute par rapport à ton sujet. Alors, merci à toi de me donner la parole. En fait, j'ai voulu parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. En l'occurrence, la condition des Noirs aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire mes recherches à l'âge de 9 ans, c'est de là que j'ai découvert que dans notre communauté noire, il y avait des activistes, il y avait des écrivains, et tous étaient aux États-Unis. Enfin, c'est par rapport au bouquin que j'avais. Et ces personnes, telles que Marcus Garvey, Malcolm X ou bien Toni Morrison, m'avaient beaucoup marqué. Et c'est de là que mon désir d'aller vers mes ancêtres, connaître mes ancêtres, a commencé aux États-Unis. Donc aujourd'hui, je voudrais discuter, partager ma connaissance, ce que j'ai appris au fil surtout des derniers mois. La condition des Noirs, donc leur situation au niveau de l'économie, au niveau de la politique aussi. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, ils vivent pratiquement la même chose. En fait, c'est nous vivons pratiquement la même chose qu'eux. Si je commence par l'expropriation de leur terrain, de leur maison, j'ai remarqué que c'est exactement le même procédé. C'est-à-dire que il y a soit les lobbies ou des particuliers blancs viennent, leur font une proposition alléchante pour acheter leur maison, leur terrain. Et il y a certaines personnes, malheureusement, qui succombent, je veux dire, à la tentation et qui se retrouvent, je veux dire, en fait, ils se font déposséder et ils se font, je veux dire, couillonner dans notre langage parce qu'en fin de compte, lorsqu'ils vendent leur maison à $1 million, ils se disent « Oh, ok, ça va, j'ai $1 million. Je pourrais prétendre à un crédit suffisant pour acheter peut-être une maison à $2 millions et demi de dollars. » Et chose qui n'est pas... En fait, c'est faux parce que quand j'ai lu... Donc, je suivais une famille qui se plaignait de ça, qui disait qu'en fin de compte, ils avaient les fonds pour acheter une maison. Mais en fin de compte, la banque leur demandait d'avoir alors un parcours au niveau du travail, mais professionnel irréprochable, et une tenue de compte
c'est-à-dire assez régulier, Ok. donc pas de découvert. Et simplement ça, la banque te refuse un prêt alors que tu es solvable, que Ouais, tu ouais, es... Donc voilà, donc ça m'avait un peu interpellée et je me suis dit, mais en fin de compte, c'est exactement ce qui se passe pour nous parce que ici en Martinique, en Guadeloupe, ils sont organisés en réseau, donc c'est-à-dire les agences immobilières, les avocats, les notaires, et ils savent que voilà, dans telle famille, ils ont des soucis, ils n'arrivent pas à s'accorder pour faire la succession. Donc ils font traîner la chose et en fin de compte, après, un des membres de famille vend le terrain à des étrangers, à des immigrants, à des immigrés blancs, parce que je les considère comme des immigrés, voilà. Et ainsi de suite. Donc voilà, ils sont bien organisés en réseau. Donc c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis aussi. Mais toi, ce que tu dis, c'est intéressant parce que j'avais regardé une vidéo sur Harlem, je crois. Et ils racontaient comment ils avaient exproprié beaucoup de personnes et que ça avait créé plus de pauvreté par la suite que véritablement de richesse. Parce que étant donné qu'ils ne pouvaient pas prétendre justement au crédit et autres, c'était déjà un problème. En plus, aux États-Unis, tu as des problèmes raciaux, il faut le dire. Hein. C'est flagrant. C'est flagrant. Donc, quand tu es un noir, tu veux demander de l'argent, bon, ta caution, si c'est un autre noir comme toi, c'est compliqué. Donc, et il disait que ça avait créé plus de problèmes et que c'était dans les années 80, mais ça avait relancé mais, du coup tous les trafics et autres. Parce que la personne se disait, mais attends, j'ai $1 million, je ne peux pas acheter une maison, je ne peux pas acheter une voiture. Mais le seul endroit où je peux l'utiliser, c'est dans la partie illicite. Donc, ça a relancé les trafics et tout. Et là, le quartier en question, au lieu de prendre de la valeur, ça a chuté. Donc, du coup, les prix ont encore chuté. Et quand les promoteurs sont venus racheter 5 ans après, les prix étaient encore plus bas. Donc, les gens ont vendu et ça fait une espèce de boucle. Et du coup, ils se sont retrouvés avec des centaines de milliers de personnes dans la rue. Et ça avait créé une boucle infernale, en fait. Donc, ce que tu dis là, c'est vraiment le cas. Et par rapport à la Guadeloupe et l'expropriation, je suis d'accord, mais en même temps, je vais me poser une question. Est-ce que aussi, c'est pas une question aussi d'éducation financière aussi que nous n'avons pas, ou d'éducation immobilière qu'on n'a pas forcément aussi en Guadeloupe, parce que, en Martinique, parce que, alors, je ne veux pas cracher la pierre à tout le monde, mais, ou à quelqu'un de manière précise, mais moi, quand je rentre dans mon cercle familial, on ne parle pas d'immobilier. On ne parle pas de comment gérer un bien immobilier, on ne parle pas de ça. C'est vrai qu'on va à la plage, à la rivière ensemble, mais on ne parle pas de comment gérer un bien immobilier, c'est quoi une location, une sous-location, comment gagner de l'argent. Bon, ben, si on fait un prêt ensemble, qu'est-ce que ça donne? Voilà. On ne parle pas de ce genre de choses. Et quand on regarde dans Guadeloupe, Martinique, Guyane, c'est vrai qu'il y a le système d'expropriation qui existe, mais il y a plein de maisons vides. Hein, quand on va dans les bourgs, qu'on va à côté. Oui. Donc, Mais est-ce que aussi, c'est pas... C'est voulu. C'est voulu et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, dans les universités blanches, tu ne vas pas étudier, par exemple, la science ou la géographie, non. Première chose que tu étudies, c'est l'immobilier. D'accord. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui. Donc, voilà. Oui. Mais Donc, pardon, finis, oui. après je vais Oui, intervenir. donc c'est vrai que, comme tu dis, culturellement, on ne discute pas de ça, de finances dans la famille, aussi l'immobilier. Mais là-bas, c'est ancré en eux et c'est leur culture, quoi. Parce que là-bas, c'est business, comment avoir plus, comment grappiller, comment rafler. Donc, c'est ce qu'ils étudient en premier. Et, chose que j'ai découverte encore, pas plus tard que hier soir, alors, il y a des églises qui s'y sont mises aux États-Unis. Par exemple, les évangélistes, etc. Ce sont de vraies agences immobilières maintenant. Ce sont des entreprises. Ce sont des entreprises, littéralement. Donc, je me dis que le jour quand ça va arriver ici... Est-ce que tu peux nous dire un peu plus Oui. par rapport aux églises et aux... Alors, par rapport aux églises aux États-Unis, il faut savoir que ça date de l'esclavage, quand ils nous ont vraiment forcés. Parce qu'on n'a jamais, ce qu'il faut noter, c'est qu'on n'a jamais accepté leur religion. Hein. Donc, ils nous ont forcés par le fouet, par le meurtre. Donc, voilà. Et le mensonge.
Et le mensonge surtout, à accepter et à adhérer à leur Dieu, alors que nous avons notre propre spiritualité, nous avons notre Dieu unique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces églises-là, elles fonctionnent en réseau, ce sont de vraies mafias. Donc les évangélistes, les adventistes, les catholiques, alors surtout les catholiques en premier. Donc, ils se sont fédérés. Les Mormons aussi. Les Mormons, mais... voilà, je connais pas trop les Mormons, donc je peux pas les inclure dans ce groupe-là. En fait, ils se sont fédérés entre eux pour dire, ok, moi, je vais ouvrir mon église et je vais prôner, par exemple, la couleur rouge. Moi, je vais mettre en avant la couleur bleue. Mais en fin de compte, c'est exactement la même chose. Et ces petits malins-là, ils se sont organisés de façon à mettre dans la tête des gens, reste pauvre, tu iras au paradis. Donc, voilà, donc l'argent, c'est sale, c'est mauvais. En revanche, il faut payer pour avoir accès à Dieu, payer pour avoir la parole de Dieu, etc. Et ces personnes, par exemple, les prêtres, les pasteurs, tout ce que vous voulez, sont ultra riches. Et ils possèdent les églises, c'est-à-dire que Pasteur X possède environ une 50aine d'églises implantées partout aux États-Unis. Et quand il achète l'église, il va acheter le bâtiment d'à côté ou bien ma maison à côté, qui est suffisamment grande pour recevoir les sans-abri. Il va monter ma tête, il va m'expliquer, oui, mais Imejaïna comprend. Tu vis seul dans une grande maison avec 10 chambres. Elle va nous servir à abriter, par exemple, 20 personnes. Et là, tu te dis, bon, voilà, le bon Dieu m'a dit, il faut être pauvre pour arriver au paradis. Je vends ma maison. Et la maison est au nom de qui? Au pasteur X. Donc, ils sont en train de grappiller au fur et à mesure. Donc, là aussi, on a un gros problème au niveau de cela, des religions. Vas-y, Mireille. Mais en fait, c'est très intéressant toute cette discussion, je trouve, parce que ça... On peut parler de plein de sujets à la fois autour de ça. Et en fait, moi, ce que j'aimerais quand même rajouter, c'est que, je ne dis pas que c'est ce qu'on est en train de faire, hein, mais c'est qu'il ne faut pas rester à l'état de victime. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, le constat, il est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, c'est justement, je ne dis pas... Je ne suis pas en admiration, en adulation devant les étrangers, devant les autres ou voilà, l'Occident ou quoi que ce soit. Mais je suis en train de prendre du recul et d'avoir cette réflexion, de me dire, mais ok, en fait, peut-être qu'ils ont compris quelque chose. Je ne suis pas en train de dire qu'ils font bien, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être, je vais le dire, peut-être qu'on doit justement plutôt... Enfin, j'ai peur de le dire, c'est bizarre. Mais maîtrise tes propos, mais dis tranquillement, pas de souci. Exprime-toi. Je vais expliquer Voilà. pour que vous puissiez bien comprendre ce que je veux dire. Mais j'ai envie de dire peut-être même qu'on doit éventuellement s'inspirer de ça. Parce que premièrement, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se fédèrent. Eux, en fait, ils sont unis. Ils ont un projet commun. Déjà, ils mettent en place un projet, premièrement. Ils ont un projet commun et en fait, ils le mettent en place. Et ils se disent, OK, j'ai besoin de telle compétence, de telle information, de telle personne, etc., etc. Donc, en fait, ils arrivent à se fédérer, à faire un maillage qui fait qu'ils sont plus forts. Donc du coup, aujourd'hui, pour moi, l'idée, c'est pas de se dire, ah ben oui, effectivement, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. C'est de se dire, ben, ok, qu'est-ce que nous, on peut faire pour pouvoir, comment dire, pas faire pareil, mais faire des choses, effectivement, qui vont dans notre sens, premièrement, et aussi avec notre paradigme de pensée. Parce que eux, leur paradigme de pensée, leur façon de voir, c'est prendre. Prédateur. Et voilà, c'est exactement, c'est un mode prédateur. Et je dis pas qu'il faut pas être en mode je vais conquérir le monde ou quoi que ce soit, hein, mais en tout cas, c'est pas je vais conquérir le monde, comment on dit ça je trouve pas au détriment des exactement, au détriment des autres. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, pour notre communauté, pour faire en sorte de voir les choses en grand, de changer justement cette façon de voir le monde, l'état d'esprit, de donner aussi des chances. Alors, je suis peut-être positive, hein, vous très positive, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense pas en fait que ce soit idyllique. Je pense que c'est possible.
parce que j'ai envie de dire toutes les personnes qui se sont lancées pour le combat, même si j'aime pas le terme, hein, mais c'est parce qu'elles ont justement une vision, parce qu'elles ont un rêve. Et l'idée c'est quoi? L'idée c'est de se dire, ok, c'est quoi ce rêve? Fédérer les gens, réunir des gens autour de ce rêve et finalement aller foncer dans ce sens-là. Et j'ai envie de dire même mettre ses œillères en mode, pas mettre ses œillères en mode je m'isole, mais mettre ses œillères en mode ok, voici, je sais pas moi, l'Afrique aujourd'hui elle collabore bien avec les Chinois. Je ne dis pas, encore une fois, tout est à prendre avec des nuances, hein, mais avec les Chinois, avec la Russie, voilà, donc en fait, il y a des collaborations qui se font, ok, mais dans un but par rapport à nos intérêts et encore une fois, pour moi, en fait, Faut pas être victime. Voilà, c'est vraiment ce côté-là. C'est vraiment le côté, justement, effectivement, s'il faut qu'on s'éduque à l'immobilier, voilà. Et en fait, qu'est-ce que les gens font? Moi, c'est ça qui m'a toujours dérangée quand j'étais plus jeune. C'est, on fait des constats, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? On n'agit pas. On n'agit pas. Et la problématique, c'est ça. Pourquoi on n'agit pas? Effectivement, ça vient des dynamiques historiques du fait qu'on ait perdu confiance en nous, qu'on se dévalorise, etc. Mais finalement, aujourd'hui qu'on a fait ce constat-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, justement, le travail du professeur Omotunde, est-ce que on ne trouve pas des moyens de se revaloriser, de s'aimer soi-même, finalement? Et encore une fois, pourquoi je dis qu'il faut voir les choses avec des nuances, prendre les choses vraiment avec des pincettes? Parce que l'idée, c'est pas d'aller admirer l'autre en disant ah voilà il fait ça, je vais m'en inspirer, c'est trop bien, voilà. On n'est pas dans ça, on est plutôt dans le qu'est-ce qu'on peut faire qui va dans notre sens, pas forcément au détriment des autres, mais surtout qui va dans le sens de tout simplement que ce soit de la rééducation du monde noir, que ce soit c'est hyper large en fait comme sujet. En fait, Miezi, voilà, en fait Miezi, la raison pour laquelle j'ai voulu partager ces informations en amont, c'était avant tout le plat de résistance. Voilà, le plat de résistance. Donc il faut aller étape, step by step. Oui. Voilà. Il faut faire d'abord le constat. Il faut pouvoir observer, regarder ce qui se passe, avant de pouvoir mettre un plan en action. Donc regarder, identifier, analyser. Donc c'est ce que tu as fait. Oui, parce et ensuite on passe à la deuxième. Voilà, la deuxième partie, prochaine étape. Parce qu'en fin de compte, mon travail, mon cerveau, ça fonctionne depuis ma naissance. Hein. Voilà, je pense que je suis née comme ça. J'ai toujours aimé la culture générale. Je me suis toujours intéressée au peuple noir. Et je dis que le temps de ouin est fini, c'est-à-dire pleurer. Oui, je reconnais que nous sommes victimes, nous avons été victimes. Mais là maintenant, on passe à l'action. Hein. Oui. C'est pas dire, mais le faire, hein, concrètement. Hein. Parce que là, ces gens-là, ils n'ont pas. Hein. Ils sont H24 sur nous. Donc là, on fonce. Hein. On a telle information, telle chose. Mais pour ça, il faut le faire avec notre esprit, dans notre paradigme. Il faut le faire avec le respect de nos ancêtres, nos divinités. Et avec tout ce que j'ai déjà appris avec Anija. Tout est énergie. Donc, on ne va pas faire ça comme ça. Absolument. Il faut se préparer. Bon, on va parler du sujet de Miezi qui est la vie chère. De ce qui se passe en ce moment. Mais attends, c'est pas le les choses, voilà. C'est de tout le monde. Oui, bien sûr. Avant de parler de la vie chère, effectivement, c'est lié. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on disait juste avant, en fait, moi, j'ai grandi avec le petit oncle, c'est encore ton oncle Tom, tous les films en lien avec l'esclavage. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi et je me suis toujours rebellée contre ce côté, justement, victime, etc. Donc c'est vrai que c'est dans cette dynamique que moi je suis. Bien sûr. Donc parce que tous ces films-là, alors je ne dis pas encore une fois qu'il ne faut pas faire le constat. En fait, il faut en être conscient pour savoir qu'il n'y a pas de changement sans constat. Mais effectivement,
je pense que c'est important quand même de le rappeler parce que souvent les gens sont en mode ben oui, on nous a fait, etc. Enfin, en mode victime, hein, tout simplement. On nous a fait, ils veulent pas. Alors oui, c'est vrai, ils veulent pas. Mais finalement, est-ce que toi tu te détermines par ça? Non, toi tu veux. Donc toi tu continues d'avancer. Toi tu fonces parce que tu sais dans quelle direction tu as. Si tu as mis en place une direction. Mais toi, ce que tu dis, c'est intéressant parce que pour moi, en fait, pour venir à ce que tu disais par rapport aux églises, pour moi, c'est intéressant parce que les églises ont compris quelque chose, c'est que, et j'utilise la culture chrétienne, je mets entre parenthèses, la culture chrétienne, pour pouvoir embrigader ton cerveau et ensuite, eux, développer des stratégies économiques, faire du business. Et je pense que, tu vois, c'est un peu, quand je dis ça, pourquoi j'ai mis des parenthèses, c'est un peu comme la culture McDonald's, parce que McDonald's, techniquement, c'est de l'immobilier qu'ils font. Oui. Ils ne font pas de la restauration. Et la restauration, c'est une manière de pouvoir permettre aux locataires de payer leur loyer. Donc, tout à fait. Donc, du coup, si on fait le parallèle, le prêtre ou le pasteur, il n'est pas en train de... Lui, la Bible ou ce que tu veux, ou enfin, la religion, c'est juste le moyen de remplir la salle tous les samedis et dimanches pour que les gens donnent l'argent, pour que lui sache qu'à la fin de son mois, qu'il a un loyer et qu'il a un surplus, en fait. Oui. Donc, c'est son outil, en fait. c'est un outil, en fait, c'est ça. Donc, le truc, je pense que... Et malheureusement, la religion... Enfin, malheureusement, heureusement, mais... Enfin, je pense que c'est un débat qu'il faudrait prendre des... Voilà. Mais la religion sert à ça aujourd'hui. La religion aujourd'hui, c'est un business avant d'être véritablement quelque chose pour te sauver. Parce que je pense que si la religion devait déjà sauver quelqu'un, il y a la guerre en ce moment. Alors, on l'aurait su quand même. Des gens meurent. Donc, non, attends. Ce que je dire, c'est que avant, des gens meurent en Palestine, en Israël. Donc, je ne suis pas en train de juger voilà, paix à leur âme. On n'est pas là pour dire autre chose. Mais si la Bible devait sauver quelqu'un, pourquoi il ne va pas sauver ces gens-là avant? Pourquoi c'est eux qui font la guerre là-bas donc? Non, mais ce qui est le plus drôle par rapport à ça, excuse-moi, je suis comme ça, j'interromps tout le monde. Moi aussi, je veux commencer à t'interrompre aussi. Désolée, mais alors, est-ce que je t'interromps? C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a des gens qui prient le même Dieu et finalement qui vont à la guerre. Donc en fait, Dieu doit choisir. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça n'a pas de sens. Mais même la guerre, c'est un business en fait. Mais bien sûr, la guerre c'est du business, ce n'est rien d'autre. Les machins, les églises, ce sont des multinationales. Mais bien sûr. Oh, oui. Il y a un truc que je voudrais rajouter par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Le fait qu'on n'ait pas cette éducation, en fait, dans nos familles, c'est vrai. Déjà, même quand on parle de succession, c'est tabou. C'est quelque chose qui est tabou. Il y a des divisions, etc. Même pour pouvoir donner les documents, pour que tu dois trimer, tu dois... Alors que ce sont des choses qui te reviennent de droit. De droit. C'est pas que tu envoies tes parents dans la tombe ou quoi que ce soit, non. Même à ce niveau-là, il y a déjà un tabou. Donc, je pense que déjà, nous qui avons constaté ça, on peut déjà changer la donne auprès de... Ouais, de notre famille, de notre cercle familial. Ouais, c'est clair, tu as raison. Parce que donc, même... Quand tu dis ça, bon... Moi, des fois, même rentrer dans la chambre de ma grand-mère, c'est un problème. Ces gens, il ne faut pas rentrer, c'est un lieu. Alors que c'est qu'une chambre, tu vois. Mais bon, mais c'est vrai que même des fois, parler des sujets, aborder le sujet, demander les papiers... Après aussi, il faut dire que nos grands-parents, il y a eu un lavage de cerveau. Hein. Oui, il y a des superstitions, il y a beaucoup de choses. Je ne savais pas qu'avant, par exemple, tu t'appelles Fleur, ton prénom civil c'est Fleur, tout le monde t'appelle par exemple le bateau, parce que les parents avaient peur, voilà, ton nom savante comme on dit en créole, parce que tes parents avaient peur qu'on fasse de la sorcellerie sur ton vrai nom. Je me dis, mais attends, mais... C'est hallucinant. Quand les enfants, ma grand-mère me disait que quand ses enfants allaient à l'examen ou autre, quand il fallait ramener la pièce d'identité, elle m'a dit, elle était tellement contente de découvrir le photocopieur, parce que pour elle, on aurait pu prendre la pièce d'identité et aller faire la sauce. Je lui dis, mamie, c'est un papier, c'est rien. Donc je me dis, c'est déjà pour une pièce d'identité et un nom, c'est un problème. Donc imagine la succession, imagine de parler de droit, de filiation, tout ça. C'est des sujets tabous en fait, malheureusement. J'ai même un autre exemple. Moi, ma grand-mère, une fois, elle m'avait dit de venir dans sa chambre et elle me donnait des broches et des choses comme ça. Mais elle avait fermé la porte de sa chambre.
je pense innocemment ou pas, je sais pas. Et ma tante, qui a suivi la sœur de ma mère, elle a ouvert la porte en disant « Ah, ou kaba, un tel tout là. » Ouais, mais Donc, c'est dans l'idée... on est en train de... On voit à l'envers. 1, 2, 3, 4. Attends. Non, moi, j'ai pas de lumière, moi. Il n'a pas de lumière, celui-là. Donc, Raphaël Miesi a voulu couper le truc. Raphaël, t'as vu, même quand quelqu'un parle, elle veut couper. Elle veut couper, juste couper. On a demandé... Miesi la coupeuse. Donc, c'est vraiment cette idée de tabou, en fait. Oui, c'est clair. C'est vraiment tabou. Le complexe, des choses. Alors, Voilà, oui. Alors, le Nina, deuxième continue. sujet que je voulais aborder au niveau des États-Unis, Vas-y, c'est les élections en ce moment qui se passent. Bon, tout le monde sait que Biden a jeté l'éponge et que c'est Kamala Harris qui va représenter le parti démocrate. Ce qui m'a vraiment interpellée lors de son dernier speech, c'est que elle avait autour d'elle donc l'élite des stars américaines, les acteurs, les chanteurs, les animateurs, qui venaient faire vanter et vendre Kamala Harris auprès de la communauté noire américaine, une fois de plus. Donc, je me dis que, alors que son discours, donc en apparence, on voit que oui, voilà, il y avait, je crois, je me souviens pas si c'est Beyoncé qui avait chanté, il y avait un groupe noir, mais tout était en apparence, on voyait que c'était un show à l'américaine black. Donc voilà. il y avait Megan Thee Stallion qui a bloqué. Ouais, là, tout est OK. Enfin, Donc, bon, voilà, bon, donc bon, ça c'est l'Amérique, donc Oui, c'est leur truc voilà. et tout. Mais en fin de compte, le message qu'elle a passé, et ça m'a interpellée, elle a dit que l'avenir de l'Amérique, ce sont les immigrés. Ah, je sais pas. L'avenir de l'Amérique, ce sont les immigrés. Pourquoi tu dis pas que l'avenir de l'Amérique, ce sont les Noirs? Pourquoi les immigrés? Parce qu'il y a une étude qui a été menée qui démontre une fois de plus que la population blanche aux États-Unis est en déclin. Donc, voilà. Donc, même chose en Europe. Et je me dis, mais attends ma fille, pourquoi tu ne parles pas des Noirs? Tu parles des immigrés. Donc, après, j'ai compris que, en fait, il faut savoir que ce n'est pas elle qui a écrit son speech. Hein. Quand tu es candidat, ce n'est pas toi qui écris, on te donne la chose. Et comme elle est métisse, sa maman est indienne, son père est noir. Et son père les a abandonnés très tôt, donc elle a été élevée par sa maman. Donc je me dis, mais tu roules pour qui? Je sais pas. Alors, j'aurais bien aimé l'interview. Ça serait cool parce que lorsque dans la salle, il y a des slogans qui sont scandés, qui disent « Ah ouais, she's beautiful, a black woman, she has the power ». Donc la première femme noire qui sera présidente aux États-Unis. J'aurais bien aimé être invitée à une de ces conférences ou talk shows parce que c'est ce que j'allais lui dire, Kamala, en tant que candidate noire, voilà, quelle est ta position sur ce qui s'est passé il y a 4 ans, c'est-à-dire sur le C et l'injection forcée. Alors, quelle est ta position je voulais pas. Est-ce que je. Non, voilà. On s'est compris. Voilà, on s'est compris. Alors, tout le monde est à la maison pendant 2 mois. Alors, il y a 4 questions que je voulais lui poser, que je souhaitais lui poser. Alors, quelle est ta position en tant que future présidente sur ce qui s'est passé il y a 4 ans de cela? Voilà. Ensuite, j'allais lui poser la question combien de morts faudra-t-il encore dans notre communauté pour mettre en place une loi contre la violence policière qui est dirigée systématiquement sur les Noirs? Voilà. Et autre chose, j'allais lui dire que ton prédécesseur, Barack Obama, avait fait un voyage en terre, sur la terre-mer, à Kama, donc en Afrique, pour prôner l'homosexualité. Et son pays de naissance, donc d'origine, le Kenya, l'a rejeté parce que comment tu sors des États-Unis, tu veux nous imposer un mode de vie qui est contraire à notre coutume. Alors elle avait fait le voyage aussi pour
faire la promotion de l'homosexualité. Alors j'ai dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Ouais. Qu'est-ce qu'il en est? Ouais. Donc tu vois, ce sont ces questions-là. Et au niveau de l'économie, qu'est-ce que tu mets en place pour que le noir puisse accéder, retrouver sa place de leader? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en Géorgie, en Atlanta, il y a des quartiers blacks. Les gars, ils ont leur société, ils ont leur banque. C'est pas les grosses banques, mais ils ont leur banque. Ils ont leur compagnie de transport, aussi au Texas. Donc, il y a déjà cette communauté noire qui est en train de grandir. Et j'allais lui dire que, est-ce que tu peux me parler du Black Wall Street, s'il te plaît? Voilà, ce sont ces questions-là que j'aurais pour cette dame-là. Très pertinent. Qui oui, c'est rigole, clair. avec ses cheveux, voilà, c'est toujours le show. Mais qu'est-ce que tu as dans le ventre? Qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que, voilà, je veux des choses Oui, le concrètes. non, ouais. Ben, et en plus, je pense que quels que soient les résultats des élections aux États-Unis, ça aura une répercussion sur nous. Il faudra se préparer, les enfants. Il faudra se préparer parce que Trump qui a dit que s'il est président, il n'y aura pas de réparation. Donc voilà, on connaît le personnage. En face, tu as Kamala Harris qui est la petite sœur de Barack Obama. Et on sait ce que ça a donné les 16 ans les 8 ans, les 8 ans de mandature de Barack Obama. Ça a été mais une catastrophe. Il a tiré la communauté vers le bas. Enfin bref, j'attends de voir. Moi, je pense que déjà, l'élection présidentielle américaine, pour moi, c'est du marketing, c'est de l'entertainment. Entertainment. Entertainment, c'est ça, c'est du show. Du show, la distraction. C'est la distraction avant vraiment un débat d'idées ou un truc sérieux, quoi. Parce qu'ils mettent des millions d'euros dans savoir, est-ce que de dollars, en l'occurrence, est-ce que les confettis seront bleus, jaunes, verts, tu vois, ils sont plus dans ce côté chaud, le paraître, le matu-vu, le show-off, que véritablement dans les vraies discussions. Parce que quand on regarde bien, il y a plus de débats show, entertainment, que de vraies discussions. C'est-à-dire, ils vont sur des plateaux, ils discutent, ils débattent d'idées, c'est très rare. Il y en aura peut-être un ou deux. Oui, seulement. mais c'est leur façon de faire. Non, mais même, Oui. mais j'allais arriver aussi en France. En France, c'est un peu pareil. Hein. Ça devient En comme France, ça. tu maintenant. vois, ils vont dans toutes les villes, ils vont faire leur show, ils passent une ou deux fois à la télé, ils se coupent tous les 2 secondes, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils ont comme idée, et à la fin, tu te dis, bon, ben, choisis entre lui et lui, quoi, pour voter. Donc, c'est pareil aussi aux États-Unis. Et malheureusement, je pense que Kamala Harris, c'est ça. Elle est le produit de système, et elle, je suppose qu'avant de faire un discours, elle aura son compte en banque. Voilà, est-ce que ses enfants vont dans une bonne université? Elle aura son crédit, c'est je ne sais pas. En fait, elle passe d'abord à elle, je pense. Et c'est ça qui est malheureux. Et si tu viens à Barack Obama, pour moi, Barack Obama, c'est la plus grande blague qu'on ait eue depuis... désolé. Moi, les gens me disent, ouais, des fois même, je m'appelle même Barack Obama, apparemment. Mais... Oh my God. Non, Mais c'est pas pour les mêmes raisons. Ah bon, Vraiment, j'espère. Non. Le blague à part, c'est que, en fait, moi je dis un président qui s'enrichit pendant sa mandature, c'est que c'est un businessman qu'on a mis en place, c'est pas un président. C'est ça. Parce que pour moi, quand tu es président, tu es d'abord au service des autres. Et Barack Obama, son compte en banque a quadruplé ou a cinqutuplé, je ne sais pas combien, de plus lorsqu'il était président, avant la vente de ses livres, tout ça. Donc il avait plus d'argent. Donc finalement, pour moi, c'était un businessman, tu n'es pas un président. Donc du coup, juste pour terminer, la problématique c'est ça. Et pour terminer pour Kamala Harris précisément, je pense que de le côté show et tout, elle essaye de jouer, de faire le show. Parce que c'est pas quelqu'un du show. C'est quelqu'un de très, à la base, de très régalien, comment dire ça, de très administratif. Elle n'est pas vraiment, elle était procureure, tu vois, elle n'est pas quelqu'un qui est facile vers les autres, qu'elle n'est pas vraiment comme ça. Donc c'est pour ça aussi, je pense qu'on ramène beaucoup de monde autour d'elle pour faire un peu le show et surtout... Elle est très dure en affaires. En affaires, tout ça, mais même quand elle était procureure, il y a plein de choses plein de dossiers qui sont remontés. Elle faisait plein de trucs contre les Noirs. Pas très clair. Pas très clair. Ouais. Donc je pense que c'est ça. Et comme elle n'est pas, tu vois, elle n'est pas quelqu'un qui va vers les autres et tout. Même Donald Trump, il a dit, regardez, elle a un sourire forcé. Donc tout le monde voit qu'elle c'est pas quelqu'un de naturel, tu vois. Donc je pense Elle qu'elle... est devenue noire. Et j'allais dire,
est-ce qu'elle est vraiment noire? Parce qu'elle se disait au départ qu'elle était plus d'origine indienne, je crois, ou amérindienne, Oui. que noire. Oui. C'est quand les En élections, fait- quand les élections sont arrivées, Oui. non, non, Mais oui, parce qu'en fait, elle a besoin de ces votes noirs pour pouvoir rentrer à la Maison Blanche. Et juste une petite parenthèse pour revenir sur Barack Obama. Quand il a été élu, on a dit premier président noir des États-Unis. J'ai dit waouh, c'est génial, j'étais fière. Mais à l'époque, je voyageais beaucoup pour le boulot, donc j'avais pas le temps de regarder les infos. Donc Barack Obama. Alors, quand j'ai vu le personnage, je connaissais encore rien dans la spiritualité ancestrale. J'ai ressenti une énergie mais tellement négative. Je me suis dit, il va pas travailler dans le sens pour les Noirs aux États-Unis. Eh bien, ça n'a pas raté. Et ce qu'il faut savoir aussi, que Barack Obama, ce n'est pas le premier président noir des États-Unis. Abraham Lincoln, il n'est pas blanc, c'est un noir. Et c'est écrit, il y a des photos, j'ai dit wow, et puisque les gars sont forts, hein. Alors parce que comme il faisait du bon travail quand même, hein, il a été un bon président et tout, il a lutté contre, je crois qu'il a pris parti pour l'abolition de l'esclavage. Donc voilà. Mais à l'époque, comme la classe blanche, l'élite américaine, ultra raciste, tout ce que tu veux, psychopathe, en fait, ça n'a pas changé. Ils ont dit, ah non, on ne peut pas avoir un président noir, on va faire appel à un acteur. Et le Abraham Lincoln que vous voyez, ce n'est pas Abraham Lincoln. Okay. Le gars, c'est un noir. Et il faut aller chercher, fouiller. C'est pourquoi je dis, nous les Noirs, moi j'aime les livres. Hein, attends, t'as la preuve? T'as la preuve? Si tu je peux fournir les preuves, oui. Ben, on se revoit la prochaine fois, tu vois. Mais... Avec grand plaisir. Et ceux qui, dans les commentaires, là, les gens qui. Oui, dans les commentaires, on va mettre les liens, voilà, parce que là, on n'est pas là pour blablabla. Et vous aussi, vous avez des éléments, mettez-les aussi. Oui, mettez, on va vous donner les preuves. Et c'est la raison pour laquelle je dis que, comme ces vices-là, ils cachent la vérité dans les bouquins et ils ont toujours dit que le noir n'aime pas lire. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris ça. Moi, j'aime lire, hein. J'avais des centaines de livres. Moi, je lisais énormément. Moi, c'était livre sur livre sur livre sur livre. Et c'est de là que j'ai beaucoup plus appris de moi-même que les quelques années que j'ai fait à l'école. Donc voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai constaté que, moi, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Notre communauté, il y a une petite paresse intellectuelle. Il faut reprendre les livres, il faut lire, il faut être curieux des choses. Vous voyez ce que j'ai dit? Abraham Lincoln était noir. N'attendez pas que je vous envoie le lien. Allez tout de suite, boum, 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 faites des recherches. Et c'est ça. Donc, il y a un petit truc qui m'interpelle. Je prends mon ordinateur. Et tu vas chercher? Je google pas. Je vais sur DocDoc. Parce que Google te surveille. Je google pas. DocDoc. Ou bien j'ai les anciens livres. Vous ne pouvez pas savoir à quel point les anciens livres regorgent de trésors et de vérités. Et ça, c'est super. Voilà. Pour revenir sur les élections, et après on va passer à l'école, parce que je pense que ce sera un sujet aussi qu'on va aborder, très important. Pour revenir sur les élections, moi je pense que concrètement, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, ou même toi ou moi je pense que les élections, c'est celui qui paye, qui devient président. En fait. Ça, c'est vrai. Tu vois, c'est pas... c'est comme là, en ce moment, en France. Il n'y a pas de gouvernement pendant 2 ou 3 mois à peu près. Et, enfin, on va dire 2 mois. Et Macron a été par la Marine Le Pen le mardi, le jeudi, au mercredi qui suit. On trouve comme par exemple un Premier ministre. Un jeudi. Ceux qui savent. Oui, ceux qui savent, c'est un jeudi. Ceux qui suivent les cours de l'Institut d'histoire à Niger. Macron apparaît tous les jeudis. Cherchez pourquoi. Voilà. On n'en dit pas plus. On dit pas plus. On peut dire plus. Vous pouvez vous inscrire à l'Institut d'histoire déjà. Et vous saurez pourquoi. Mais c'est exactement ça. Et pour venir aux élections, je pense que ce soit Trump ou pas, c'est celui qui paye. C'est une question d'argent aux États-Unis, malheureusement. Et ils sont juste là pour pouvoir mettre... Parce que on peut quand même s'interroger. Biden est devenu sénile en 3 mois. Tout le monde savait que pendant les élections qu'il était sénile. C'est juste que c'est quelqu'un on s'est dit, ah, voilà une belle marionnette. On te met là. C'est des hommes de paille, en fait. Mais lui, c'était vraiment le cas. On a un président homme de paille. Tu vois,
Macron, enfin, les autres, c'est des hommes de paille, en fait. Donc, je pense que malheureusement, les élections, c'est ça, et beaucoup de personnes, de moins en moins de personnes en tout cas, y croient. Parce qu'il faut voir aussi le taux de vote et le taux d'abstention. On voit clairement que les personnes ne se déplacent plus vraiment. Il y a un éveil Voilà, oui, il y a quelque chose qui se passe. En fait, les candidats sont, je vais dire, sponsorisés par les lobbies. Quand j'ai su que Joe Biden jetait l'éponge, il y a quelques jours auparavant, George Clooney, qui avait donné énormément d'argent pour financer sa campagne, a dit que non, il ne peut pas continuer, on ne peut pas laisser ce candidat et tout. Et boum, je crois 2-3 jours après, il n'était plus candidat. Parce que les autres qui finançaient Biden, ils ont dit non, allaient dire non, et que c'est même pas ça, c'est qu'ils allaient se retrouver perdants. C'est-à-dire que je suis ultra riche, je te donne, allez, 10 millions de dollars pour financer ta campagne, mais en échange, je veux telle chose, c'est-à-dire que je veux récupérer cet argent-là. Et comme les gars avaient déjà remarqué qu'ils allaient perdre leur argent, ils ont dit non, tu ne fais pas l'affaire. Ciao. Voilà, on met un autre candidat. C'est simplement ça, tout est business. J'ai travaillé aux États-Unis. Enfin, je dis que j'ai eu de la chance de travailler aux États-Unis pour la chaîne d'hôtel où je travaillais à l'époque et d'être en formation. Ce que j'aime avec le système américain, c'est-à-dire il te donne carte blanche pour faire ce que tu as à faire, mais à condition que tu nous rapportes de l'argent. Donc c'est ça. Il te donne le titre, tout ce que tu veux, l'argent, tu es super bien payé, mais à condition que tu rapportes-nous des pépettes. C'est ça. Retour sur investissement. Ah oui, tout de suite. Donc j'ai une superbe expérience aux États-Unis au niveau du travail, des formations, pour ça. Mais à part ça, l'Américain, lorsqu'il te voit, ting ting, ce sont des dollars. Oui. C'est que ça. Le gars, ils n'ont pas de sentiments, ils font pas de sentiments. C'est l'argent, money, et ils sont très matérialistes. Ça, c'est clair. Très matérialistes. Moi, un truc qui m'a choqué, juste pour rester sur le côté matérialiste, on est plus sur les élections, mais juste sur le côté matérialiste, moi, un truc qui m'avait choqué, je regardais une émission il y a quelques temps de ça, et on demandait à un jeune homme, une femme américaine, noire, quels étaient ses critères pour pouvoir choisir un homme. Elle a dit money. Ah oui. Alors moi, je me dis, Elle a été franchement, c'est direct. C'est grave. c'est clair. Bon, on peut dire, d'accord, il faut quand même, ok, qu'il ait un statut, ce que tu veux. Mais elle m'a dit qu'il soit grand, bleu, machin, beau, gentil, machin. Elle a dit, money. Après, ils ont demandé à un gars, pour lui, quels sont les critères de beauté. Il a dit, franchement, de là qu'il a, je ne veux pas dire ça à la télé, mais de là qu'il a de beaux attributs, franchement, et qu'elle ne mange pas tout mon argent. Et j'ai dit, attends, mais c'est quoi ce peuple, enfin, je sais pas, tu rencontres quelqu'un, tu essaies de discuter avec. Tu as dit, non, je ne vais pas trop discuter. De là qu'elle ne mange pas trop mon argent, la fille a dit, de là que je mange son argent, donc en fait, c'est un rapport financier. C'est que ça. Est-ce que tu peux, je dis pas que je suis d'accord, mais est-ce que tu peux leur vouloir? Elle pense à sauver les générations qui viennent après. Oui, mais ce que je veux dire, je ne nie pas, quand tu te mets en couple avec quelqu'un ou autre, tu ne te mettrais pas avec un clochard, je sais pas, je ne juge ni personne pour dire ça. Kanye West a fait une marque un peu... Et même aujourd'hui, les marques de luxe, ils s'habillent comme des clochards. Oui, c'est clair, mais bon... Mais si on va encore plus loin dans leur raisonnement, en fin de compte, c'est la culture occidentale, parce que dans notre ancestralité, dans notre culture, la famille, c'est pas ça. Le mariage, c'est pas ça du tout. C'est le contraire. C'est le bien-être de l'autre, le respect de la femme, parce que dans notre culture, c'est une culture matriarcale, c'est pas une culture patriarcale. Et là, tu parles d'argent, mais les femmes noires aux États-Unis en souffrent énormément pour trouver du boulot jusqu'à maintenant, parce que il faut avoir l'apparence européenne. Donc, ça veut dire qu'il faut se défriser les cheveux, il faut porter la perruque, des extensions qui te tombent au-dessus au niveau du coccyx. Et il y a ça, et le maquillage à outrance. Ben, tout ça coûte, Et qui sont propriétaires de ces entreprises de faux cheveux, etc., des ongles, le maquillage.
c'est encore les Blancs. Donc, à un moment donné, donc, elles ont pris conscience de cela et elles ne touchent plus à leurs cheveux. Là, je parle de moi aussi. Donc, voilà. Donc, j'ai pris conscience de je ne vais pas dire de ma beauté, mais de ma puissance. J'ai eu le déclic au mois d'avril 2020. Mais ça faisait plusieurs années que je ne voulais plus me défriser et tout. Et je suis allée chez le coiffeur. J'ai dit, Josépha, aujourd'hui, on coupe tout. Elle me dit, quoi, on coupe? J'ai dit, on coupe tout. J'ai coupé tous mes cheveux. Quand je suis entrée chez moi, je me suis regardée dans le miroir. Je me suis vue. Enfin, j'ai dit, mais c'est moi. Et j'étais tellement contente. Et je me sentais puissante. J'ai dit, bon, les filles, on ne va plus toucher à vous là. Voilà, on va s'occuper de vous. Et c'est de là que j'ai découvert aussi dans notre société la valeur de nos cheveux. La puissance, l'essence des cheveux de tout notre être. Et que cette société occidentale a tout fait pour nous arracher notre identité. Mais aux États-Unis, maintenant, les filles, elles ont pris conscience de cela. Tellement que maintenant, il y a des salons de coiffure spéciaux, cheveux, j'aime pas dire cheveux crépus, hein. Texturés. Ouais, cheveux naturels. Et de tout. Donc, elles te coiffent, il y a les soins, etc. Et ce qui est chouette maintenant, c'est que les filles, elles développent leur propre business à partir de produits naturels. Donc, voilà. Ouais, Il y a une prise de conscience qui se fait. Mais en contrepartie, il y a encore énormément de souffrance. Hein. Mais c'est ça le problème, c'est que la population, je pense, de sa globalité, veut s'extirper de beaucoup de choses négatives, mais quand tu vois comment ça fonctionne au-dessus, la preuve, avec Kamala, Trump, tout ça, ça te fait te poser des questions, ça te fait énormément réfléchir. Oui. Et on parle des États-Unis, mais c'est un peu partout pareil, hein. C'est la même chose, hein, tu vois. Par exemple, là, je ne sais pas, je regardais le tour cycliste de la Guadeloupe, les équipes, c'est que des équipes de sociétés possédées par des personnes qui ne sont pas initialement qui ne sont pas comme nous. On regarde le tour de la Martinique, c'est que des sociétés... Tu m'as enlevé le mot de la bouche, j'allais venir là-dessus. Que des sociétés extérieures qui financent. Donc, et voilà, donc c'est ça aussi le truc, c'est que là, la discussion est bien parce que on se rend compte que l'on a en Guadeloupe, Martinique, Guyane et autres, les autres, ils ont un schéma, ils ont un plan d'action. C'est ça. Que tu vois, peu importe, c'est la même chose. Moi, je me suis rendu au Sénégal, ça m'a choqué. Je sais là, c'est pour lui, l'ancienne capitale du Sénégal. Ancienne partie colonisée, avec l'hôpital, tout ça, machin, c'est propre, c'est bien arrangé, t'as l'église, machin, tu vas de l'autre côté, même pas 200 mètres à côté, c'est sale, ça. Je me dis, mais pourquoi? Le coordinateur te dit, moi en tout cas, tu ne rentres. C'est-à-dire, et pourtant, il n'y a aucune personne qui vit là, c'est vide, c'est quasiment vide, mais tu vois que le colonisateur a dit, moi, je prends le port, je mets une école, je mets ceci, je mets tous les bâtiments, on va dire, publics de mon côté, et vous, bon ben... Occupez-vous de reste. Voilà, débrouille-toi, le ghetto c'est pour toi. Et que tu ailles en Guadeloupe, Martinique, Guyane, pour lui, aux États-Unis, c'est pareil, c'est la même chose. Ils ont un plan d'action, et quand je dis ça, c'est pas être contre, comme on dit ici, mais c'est que maintenant, nous, quel est notre plan d'action en fait? C'est-à-dire j'aime dire, quand tu rentres dans un magasin chinois, tu vois que tu rentres dans un magasin chinois. Ils ont des rouleaux de printemps, ils ont les fleurs par-ci, machin, ils ont leur divinité et tout. Tu rentres dans un magasin haïtien, tu vois que tu rentres dans un magasin haïtien. Tu rentres dans un magasin d'Indiens en Guadeloupe, ils ont Bouddha, Krishna partout. Tu rentres dans un magasin guadeloupéen, on te met soit celui qui crie, soit 10 milliards de personnes. Non, tu rentres à Niger, tu vois que tu rentres à Niger quand même. Tu vois que tu rentres quelque part, mais c'est ça. C'est-à-dire que le côté identitaire, ta culture doit être au-dessus de tout cela. Et nous, on n'arrive pas à faire ça. Et quand on le fait, on a soit déjà, intérieurement, on a l'impression de mal faire. On se dit, mais attends, je connais une société, mais tu penses que si je mets une photo, je ne sais pas moi, un exemple, un Tomotunde dans ma société, dans mon magasin, les gens vont rentrer, mais tu rentres quelque part, il y a un Bouddha, un éléphant bleu marqué Bouddha.
Mais non, mais Mais bien sûr. tu vas quelque part, t'as un chien vert ou je sais pas trop quoi là. T'as n'importe quelle divinité. Tu fais ton achat, tu rentres et tu sors. C'est adapté au projet des autres. Mais c'est ça en fait, tu vois. Et au lieu d'avoir, c'est un peu ça revient à ce On qu'on disait disait au au début, début, tu vois. c'est-à-dire qu'on y a cette programmation mentale qui est faite, qui fait que tu manques de confiance en toi, que tu n'as pas tes propres trucs, tu n'oses pas, en fait tu n'es pas leader finalement de toi-même. Tu suis en fait ce que les autres font, et finalement tu n'oses pas, j'ai envie de dire, montrer la voie. Bon, ça revient parce que j'ai fait mon entrevue. Parce qu'en fin de compte, nous, on vit à travers le regard d'une autre société qui n'est pas la, d'une autre culture, d'une autre société qui n'est pas la nôtre. Et ça a développé un complexe, une pudeur en nous qui fait qu'on n'ose pas, on ne prend pas de risques, on n'est pas leader, on ne se fédère pas, alors que moi je dis qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir. Et j'aime pas parler, hein. Je préfère agir. Moi, je suis plutôt dans l'action. Vous savez, depuis que j'ai rejoint Anija, alors j'ai eu cette vision-là, ça fait pas longtemps, une montagne de lingots d'or. Attention, une montagne de lingots d'or qu'on a mis à notre disposition. On nous a dit, bon, les amis, voilà, c'est à vous. Prenez. Et chaque lingot d'or, je me vois que je prends, j'attrape dans mes deux mains, une main, ce que vous voulez, c'est une connaissance. Chaque jour, je prends un lingot d'or, c'est une connaissance. Et cette connaissance-là, ça vaut plus que de l'or. Alors moi, je prends. Hein. Ce sont des lingots d'or qui m'appartiennent. Je récupère ce qui m'appartient. Pourquoi tu veux que je laisse mon or à l'autre? Non, je récupère tous les lingots d'or que mes ancêtres, mes divinités ont mis à ma disposition et je prends. Et c'est ce qui fait que je grandis chaque jour. Et qu'un jour, j'en parlais hier avec mon bien-aimé, je lui dis, tu sais, bientôt en face, là, tu vois le nom qu'il y a. Bientôt, ça sera Ime Jaila Center. Ben oui. Pourquoi tu veux que j'ai un petit bris-bris? Non, j'ai commencé, je suis artiste peintre, aquarelliste. En passant, j'ai commencé à peindre dans le sous-sol d'un ami à moi qui avait une villa. Donc, il m'a dit, mais non, je te laisse l'espace, organise-toi. 2 ans après, où j'habitais auparavant sur la propriété, le propriétaire a construit. À nous deux, nous avons construit pendant cette période-là en 2020 mon atelier en bois, mais j'avais visionné la chose au milieu du jardin avec beaucoup de fruits et de fleurs. Donc là, j'ai passé une autre étape. J'avais mon propre atelier de peinture ouvert aux touristes et tout, c'était super. Et je faisais mes expositions annuelles dans de grands espaces et tout. Et la dernière exposition que j'ai faite, j'ai une amie qui est propriétaire de centre commercial. Et elle m'a dit, pas ici, pas en Guadeloupe, hein. Elle m'a dit, mais j'ai un local vide, je te le laisse, tu t'organises, Je me dis, pas encore. Je dis, waouh, j'ai monté ma propre galerie éphémère. Et quand j'ai fait l'ouverture, le vernissage, les gens me disent, ah, mais je ne savais pas qu'il y avait une nouvelle galerie ici. Je dis, mais c'est qui? Je dis, c'est moi, je l'ai faite. J'ai monté la galerie en 1 semaine. Des fois, je me dis, mais comment j'ai fait? Où est-ce que j'ai trouvé cette force physique et mentale? J'ai tout fait de A à Z. Et ça a super bien marché. Donc là, merci beaucoup. Okay. Et ce n'est que le début parce que j'ai déjà encore visualisé la chose. Oui, j'ai plusieurs galeries à travers le monde entier. Je suis très reconnue. Donc, je ne vois pas tout petit, moi je vois grand. Et je me donne les moyens d'y arriver. C'est comme ça qu'il faut qu'on pense, nous sommes puissants et immenses. Miezi va reprendre sur le voir grand. C'est surtout, j'aime beaucoup l'image de la montagne de lingots d'or. Parce que ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, l'homme noir, l'homme et la femme noire, de façon homme et H, c'est qu'en fait, il voit cette montagne de lingots d'or, mais il se dit, c'est pas pour moi. Il n'ose même pas mettre la main pour se dire, je vais prendre. Non, en fait, c'est pas pour moi, j'y crois pas, ça va pas se faire. Donc, c'est ça aujourd'hui, c'est une programmation mentale. Encore une fois, on n'est pas des victimes, mais maintenant,
Il faut se défaire de ça et se dire, en fait, je peux tout exploser, je peux tout faire. Je détermine ma vision, comme tu l'as fait, tu as imaginé ce que tu voulais faire, et en fait, peu importe les obstacles, parce que je suis sûre que tu as eu des obstacles. Je suis sûre qu'il y a des choses l'adversité, des choses, peut-être même qu'une fois, il y a eu un doute qui s'est... Mais non, en fait, tu ne t'es pas laissé abattre par ces peurs, tu t'es dit, je vais le faire, et c'est comme ça, et c'est ça, en fait. C'est ce mindset-là, c'est cette énergie-là où finalement on entretient, en fait, cette énergie-là. On entretient cette énergie-là, et c'est ça qui nous fait... Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, on est trop là à se dire... On est trop là à se dire, ben oui, mais et si on va me faire, on va m'envoyer des mauvais sorts, et si ceci, et oui, mais il faut que personne ne sache, etc., etc. En fait, on est toujours dans l'entretien de cette énergie négative au lieu de s'ouvrir finalement à ce qui est possible pour nous. Mais oui, plutôt se dire, si je réussis. Ouais, c'est ça. Moi, tu sais, c'est une mentalité que les Noirs ont, enfin les Noirs, on se comprend, dans la globalité qu'ils ont. Parce que tu vois, par exemple dans le sport, tu prends les grands sportifs, les Michael Jordan, même les Américains, même Usain Bolt, parle de chez nous et autres. Usain Bolt te dit ça, il te dit, moi, je sais que je vais courir en 9 secondes, voilà, et quelques. Il te dit, je le sais. Tu prends Samuel Eto'o, qui est un grand footballeur, il te dit, moi, je sais que je vais marquer 3 buts dans ce match. Donc, tu vois, on a ça, en fait. Tu prends même Kobe Bryant, qui avait la Mamba mentality, il a même créé un concept autour de ça. Donc ça, je pense qu'on l'a, en fait. C'est juste que lorsqu'on rentre dans le côté, c'est pas ce qu'il est, c'est vrai, mais lorsqu'on rentre dans le côté spirituel, économique, il y a quelque chose qui se passe et il y a comme un frein ou comme une... Bon, après, on peut discuter du formatage qu'on a eu, tout ça, ok. Mais il est clair qu'on l'a en fait. Il faut juste l'activer et la connaissance et l'entretenir. Et je pense que la connaissance, le savoir, déjà, c'est déjà une très bonne base. Et si on continue à aller dans ce sens, les autres qui sont en face de nous ne sont pas forcément meilleurs que nous. C'est juste que dans leur construction, il y a ce moment où ils se disent, on leur dit, tu sais que toi, tu seras ça. Toi, tu peux faire ça. Toi, tu peux... Moi, je me rappelle, je regardais une émission, Bernard Arnault, je crois, l'un des gars les plus riches, l'une des personnalités en France, il a dit, moi, je sais que toi, à 5 ans, toi, tu seras le président, toi, tu seras ceci, toi, tu seras cela. Il a formaté ses enfants, sa famille comme ça, en fait, tu vois. Donc, c'est ça, en fait, c'est oser et passer à l'action et ne pas se dire, ah ouais, mais est-ce que tu penses... Non, dès 5 ans, il a mis ses enfants à l'étranger. Les mettre en position. C'est ça. Et ce qu'il dit, c'est hyper intéressant aussi parce qu'on parle de cette programmation mentale et finalement, on l'a tous en nous, en quelque sorte, mais quand on parle de cette programmation mentale, qu'est-ce qui crée ça ? C'est la répétition. C'est de nourrir la chose. Toi, tu as fait ta galerie éphémère, mais en fait, ça a conditionné, tu t'es reprogrammé parce que ça t'a fait prendre conscience que je peux le faire. Et finalement, tu sais que finalement, tu auras des galeries à travers le monde. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que comme tu l'as fait une fois, ça t'a conditionné à penser que tu peux le refaire. Et ton action a fait en sorte de te reprogrammer, de modifier ta pensée. Et la problématique aujourd'hui, et ça je le dis, c'est que ce soit pour le monde noir, que ce soit pour tout le monde dans le monde, mais particulièrement pour le monde noir, la problématique aujourd'hui, c'est qu'on pense que on doit, en fait, on voit pas qu'on doit faire pour justement incarner ça. Et le problème, c'est que les gens, ils sont trop en mode... ils sont trop en mode oui, mais ils attendent peut-être une ils attendent qu'on vienne les sauver. Est-ce que j'ai une question. Est-ce que tout le monde... Oh là là. Mais j'ai un truc à dire sur ce que tu as dit que j'ai trouvé vraiment très pertinent. C'est vraiment très pertinent ce que tu as dit. Moi, j'ai été enseignante pendant presque 2 ans au CP. Et je me souviens, j'en ai des frissons en parlant. Tous les matins, avec mes élèves, je leur répétais. On répétait tous les matins.
je suis une petite fille intelligente, je suis un petit garçon intelligent, je suis un écolier qui s'habille bien, je sais bien me tenir sur ma chaise parce qu'ils sortent de maternelle, ils bougent. Et quand tu es au CP, ben, là, tu passes toute la journée. Donc, tous les matins, on répétait ça. Je sais m'asseoir correctement. Je sais prendre soin de mon matériel. Je suis beau, je suis belle. Et au bout d'un moment, vers janvier, ces enfants-là, c'est plus les mêmes enfants. Je n'avais même plus besoin de faire le rituel. Et fallait voir l'art visuel que ces enfants-là produisaient. J'ai des retours de ces enfants-là aujourd'hui quand ils me croisent. Ils ne manquent pas de me saluer. Les parents, le travail qui a été fait, ces enfants-là, et je leur disais, vous pouvez tout réussir. Ça, je répétais ça tout le temps. Ça, c'est primordial. Je le dis, mais avec une personne de ma famille, ces enfants, je leur donnais des cours de maths, et à chaque fois qu'ils disaient « Oh là là, je suis nulle », la punition, alors effectivement, c'est pas bien le terme punition, mais c'était de limite faire des affirmations positives. Voilà. Moi, en fait, je réussis tout ce que j'entreprends, etc. Et à chaque fois qu'ils m'envoyaient « Oui, je réussis tout ce que j'entreprends, etc. » Et pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut commencer par l'action? Parce que justement, on est encore dans le constat. Eux, ils ont les occidentaux, les locaux, ils ont cet avantage ils sont programmés depuis petit. Nous, c'est pas forcément le cas. Maintenant, c'est pas une fatalité. C'est-à-dire que c'est parce qu'on va faire, qu'on va venir reprogrammer et qu'on va refaire. C'est ce que je vais Le dire. rituel, quoi. C'est ça. C'est mettre en place un rituel. Qu'on met en place et qui fait, même si c'est des petites actions, on n'a pas besoin. Et même si, le truc aussi qu'il faut comprendre, c'est que même si, entre guillemets, on échoue, c'est quelque chose de positif. Parce qu'on peut regarder en arrière et se dire, ouais, j'ai fait, et en fait, j'ai appris. J'ai appris, et ça veut dire que la prochaine fois que je vais faire mieux. Il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas d'échec, il y a juste de l'apprentissage régulier. Parce que même dans ton échec, tu apprends quelque chose. Oui, donc, il n'y a pas d'échec. Mais si on revient sur l'école, notamment, c'est vrai que c'est moi je me prends comme exemple. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Non, mais c'est en grandissant et en ayant fait une partie de mes études à Toulouse que j'ai vu que j'étais pas programmé, en fait. Je voyais mes camarades de l'époque, de ma promotion, leur mentalité, bon, il y avait certains, ils venaient juste là pour venir, écoute. Mais il y avait certains, ils me disaient, non, tu sais, moi, je vais réussir, je vais avoir mon année. De toutes les façons, mon année, je l'ai déjà. Je lui dis, tu sais qu'on est en octobre, là, on n'a rien encore fait. Elle me dit, non, je vais l'avoir. Et d'ailleurs, si tu n'es pas sûr de l'avoir, ne me parle pas. Genre, ils étaient en mode, mais c'est vrai, programmation. Ils sont venus pour quelque chose. Programmation. Et en fait, si les filles, maman, qui disaient ça, elles ont fait leur étude en Allemagne et en Suisse. Donc, du coup, elle me disait qu'elle ne comprenait pas le système scolaire français. Parce que déjà aussi, elle me disait que en Allemagne et en Suisse, la collaboration, c'est bien en fait. Genre, je me dis ici, viens, on fait nos leçons ensemble. Viens, on fait ça. Et elle me dit, mais ici, quand on collabore, on triche. Les gens disent, ouais, mais elles trichent ensemble. Mais non, on a deux cerveaux, on se met ensemble, on ira plus vite. Donc, tu vois, même cette mentalité-là, en fait, moi, je l'ai vue et je me suis dit, mais toi, tu es nul, mais tu es loin, en fait, d'un système, entre guillemets, parfait dans lequel tu te dis que tu vas réussir. Oui, je sais que je vais réussir, oui, je peux. Maintenant, on est un peu en catimine avec soi-même, on est un peu renfermé sur soi-même, alors que non, tu dis, je vais réussir. Et je vous dis, mais, elle se levait des fois, elle se mettait devant tout le monde. Elle dit, vous savez, je vais commencer à faire mon exposé, j'aurai 15, j'aurai 16, j'aurai 17. Et ils n'ont pas commencé à parler. Je lui dis, mais c'est qui ces gens? Ils sont d'où? Et c'est ça, en fait. Et à l'école, on a eu, enfin, moi en tout cas, j'ai eu longtemps ce frein, cette non-estime de moi-même, me dire, mais tu sais que tu peux réussir, tu sais que tu peux avoir 20 sur 20, c'est pas bête d'avoir 20 sur 20, tu n'es pas has-been ou nul ou pas nul, tu sais que tu peux le faire. Et ça, à l'école, on n'a pas
Je ne sais pas pour vous, hein. Mais on n'a pas cette programmation de se dire le matin, un prof qui te dit, tu sais que tu es beau, tu es belle, tu as réussi. On n'a pas ça. Mais ce que tu as dit là, ça m'a fait penser à deux choses. Ça m'a fait penser premièrement à ma maman. Parce que moi, j'ai jamais eu de problème avec l'école particulière. J'ai toujours été une bonne élève à l'école, voilà. Et pourquoi, quand j'y repense, j'ai vraiment eu un déclic quand tu as parlé, parce que c'est là que je me suis rendu compte que ma mère m'a toujours dit c'est facile, et qu'en fait, déjà elle m'a dit le bac, en fait, tout le monde a le bac, c'est tellement évident que tu as le bac, maintenant c'est à savoir avec quelle mention tu l'auras, tu vois. Et bon, après, je ne parle pas des sujets qu'on apprend à l'école et tout ça, mais vraiment cette programmation mentale, je l'ai toujours eue. Par contre, le deuxième sujet auquel j'ai pensé, c'est effectivement quand j'étais en prépa ingénieur à Cambridge, en fait, il y a une prof un jour il y avait un seul blanc dans la classe. Je dis littéralement. Et lui, c'est le gars, il était en mode découverte, en mode, ben oui, on va tester ça, on va faire ceci, cela. Et ce qu'il y a, c'est que nous, les autres, on avait plus peur. On était plus en mode... et je pense que cette prof-là, elle l'a vu. Et un jour, elle est venue. Et elle nous a dit, devant tout le monde, il y avait tout le monde dans la classe, elle nous a dit, vous savez, la différence entre eux et nous, c'est juste qu'ils ont plus confiance en eux. Ils sont pas plus forts que nous, ou plus intelligents, ni plus intelligents, c'est juste qu'ils ont plus confiance en eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour entretenir cette confiance? Et oui. Tu vois, quand tu dis par rapport à ta mère, tout ça, bon, il y a plusieurs choses. Mais bon, je ne vais pas parler de ma mère parce qu'elle va écouter et après, c'est un problème. D'explication, machin, maman, je vais la maman n'écoute pas. Ouais, elle n'écoute pas. Non, mais tu sais, on est aussi une éducation, moi, je parle de moi, je parle pour vous, mais une éducation par la négativité. Ne fais pas ça, ne saute pas, ne cours pas, ne machin pas. Ah, si tu ne travailles pas à l'école, tu seras là. Genre éboureux, machin. Oui, si tu veux machin. Mais jamais, saute, mais fais attention. Ou mets ton pied là. Non, ne saute pas, ne parle pas. Mais tu vois pas qu'on parle entre nous alors. Qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est que les trucs négatifs. Que les choses négatives. Des réprimants en fait. Oui. Même à l'école. Ne parlez pas, taisez-vous, arrêtez, ne machez pas. Mais je me dis, mais ouais, mais on est des enfants, enfin, on a 6 ans, 7 ans. Je suis d'accord. Une éducation par la négativité, moi je pense que ça, c'est pas. Oui, et je te rejoins là-dessus, Maniembe. En revanche, en ce qui me concerne, je n'aimais pas, mais franchement, pas du tout l'école. Ah non, je n'aimais pas. Oh là là. Je n'aimais pas l'école, mais j'aimais apprendre. Je n'aimais pas l'école, mais j'aimais apprendre. En fait, ma motivation, c'est que j'étais contente d'aller à l'école, que je n'aimais pas, mais le fait de savoir que j'allais apprendre quelque chose de nouveau, ça attisait mon excitation. Alors, pourquoi je dis que je n'aime pas l'école? Parce qu'en fin de compte, je ne comprends pas qu'on vive sous les tropiques, il fait super beau, et qu'on soit enfermé dans un bâtiment pendant 8 heures. J'ai jamais compris ça depuis toute petite. Donc du coup, comme je travaillais, je me cultivais beaucoup à la maison, j'avais pas mal de livres, donc quand on nous donnait des devoirs, donc j'avais appris ma leçon et tout, mais je terminais toujours soit la première ou parmi les premiers, et je m'ennuyais. Donc du coup, je me levais, je sortais de la classe, ou bien je regardais par la fenêtre, et les profs ils me réprimandaient à chaque fois, et je ne comprenais pas. Je dis, mais j'ai terminé, c'était facile. Je suis, vous avez terminé, vous avez reçu. J'ai dit, oui, j'ai fini. Même si, ok, j'aurais pu avoir 20, mais j'ai 18 parce que j'ai oublié un S. Donc, j'étais tellement tête de linotte, toujours dans la lune, etc. Mais je me dis que cette éducation, cette scolarité, le fait d'être enfermé dans des bâtiments, c'est pas nous, ça ne nous correspond pas. On n'a pas été conçus pour ça non plus. Donc je me dis, ok, on étudie la journée, la matinée, mais l'après-midi, faisons des choses pratiques. Parce que dans notre ancestralité, jusqu'à maintenant, notre culture, c'est qu'on vit en harmonie avec la nature et avec le cosmos.
mais qu'est-ce qu'on fait enfermé dans une salle toute la journée? Donc ça, c'est pour le monde occidental. Mais nous, il faut vraiment repenser nos écoles, il faut repenser tout ça. Même au-delà d'être enfermé, après, tu n'as pas un truc à dire, mais même au-delà d'être enfermé physiquement, on est enfermé mentalement, en fait. Parce que moi, je me rappelle que j'étais à l'école, j'étais au lycée à Mornalo, et quand j'avais fini des mathématiques, en plus, j'avais fini des fois en avance, et je regardais dehors, et je regardais le champ de Cannes, je regardais les manguiers, toi, je me projetais. Et le prof me disait, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites enfin, je dis, mais monsieur, mais je suis bien, au contraire. Je me sens bien, je regarde la nature autour de moi. Il dit, monsieur, moi, vous ne m'intéressez pas. Mais vous avez plus de 50 ans, vous avez vos enfants, votre voiture, vous ne m'intéressez pas, moi. Ce qui m'intéresse, c'est l'extérieur, c'est voir. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à comprendre. Ok, l'école, en fait, c'est juste, tu es à la recherche de passeport. Le passeport qui s'appelle le bac, qui s'appelle la licence, master, ce que tu veux, tu cherches un passeport. Mais le reste, c'est toi. C'est toi-même que tu dois faire évoluer, c'est toi-même que tu dois faire grandir. Parce que si tu restes à t'informer physiquement dans une école et mentalement, avec ce que le prof te dit, et il faut rester concentré que sur ça, mais non. On ne peut pas être un être humain. Et pour revenir avec mon rapport très intime avec l'école, quand j'étais en 3e, donc il y avait ce qu'on appelle le conseil d'orientation, les journées d'entreprise, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, mais j'ai toujours su, depuis toute petite, depuis l'âge de 10 ans, que je voulais être pilote d'avion. J'étais fascinée par les avions. D'ailleurs, j'étais abonnée au magazine, le magazine de l'aéronautique, de 10 ans à 21 ans. Tellement je voulais être pilote. Arrivé en 3e, il y a une dame, une leucoderne. C'est elle la responsable, donc elle nous reçoit les uns après les autres avant notre passage au lycée. Alors elle me dit, donc elle regarde mon dossier, elle me dit alors qu'est-ce que vous voulez faire comme métier? J'ai dit je vais être pilote privé. La dame elle a éclaté de rire et j'étais bonne élève, j'étais bonne en anglais, j'étais bonne en sciences physiques, j'étais bonne en mathématiques, j'étais bonne en français, j'étais bonne partout, en sport aussi. Elle a éclaté de rire, elle me dit « Ah, mais vous ne savez pas, être pilote, c'est réservé à une élite. Oh non, vous allez être secrétaire, vous êtes bonne en français. » J'ai dit « Quoi ?» Elle, non, ça, c'est pas pour vous. Mon Dieu, mais à l'époque, j'étais vraiment téméraire. Personne ne me contrôlait. Je me suis levée, mais avec une violence, la chaise a voltigé. J'ai soulevé la table et bam, j'ai reposé la table. J'ai injurié la dame. Je suis partie. Je l'ai injurié. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai raconté à ma maman ce qui s'était passé. J'ai pleuré pendant 4 jours. J'ai dit, maman, la dame a dit que je ne peux pas être pilote, c'est seulement secrétaire. Mais à l'époque, encore les parents, mais oui, mais ça va, tu seras secrétaire, tu ne peux pas être pilote, tu ne peux pas être... J'ai dit, maman, c'est ce que je veux faire. Une COP qui te dit ça. Oh là là. Ah, française. Donc, elle ne me connaît ni dev... Attends. Non, faut pas que non, elle ne me connaît pas du tout. Elle connaît mon dossier. Voilà. Et voilà. Et je me dis, mais... Et puis tu as tous les profs qui disent, oui, mais Christiane, oui, tu iras au lycée et tout. Et j'ai fait le lycée, section littéraire, lettres et langues. Ça s'est super bien passé. Et j'ai dit, bon, je vais faire des études d'anglais. On me propose le lycée à Fort-de-France, j'ai oublié l'université de Fort-de-France, j'ai oublié le nom. C'est à l'IKEA, je crois. À Terville, je sais pas. À l'IKEA, même bref. Ça fait tellement longtemps que j'ai quitté la Martinique, désolée. Voilà. Ou bien on m'envoie en France. J'ai dit, non, je vais faire des études d'anglais. Alors j'ai recherché, j'ai trouvé une université à la barbe à $30,000 l'année. Bon, je suis contente. Oui, j'ai trouvé. Donc, je présente le projet à mon père qui travaillait seul. À l'époque, maman ne travaillait pas encore. Et j'ai dit, papa, voilà, j'ai fait une bonne école, une bonne année et tout. Je vais faire des études d'anglais. J'ai trouvé l'université à la Barbade, c'est $30,000. Alors, est-ce que tu signes le papier? Mon papa me dit, mais oh là, moi, qu'à prendre l'argent. Je lui ai dit, mais c'est ce que je vais faire. Mon papa m'a dit non, il ne peut pas financer. Mon Dieu, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie?
Puis finalement, je me suis inscrite à l'université, à Fort-de-France. J'ai fait 1 mois. J'ai fait 3 mois. J'ai fait 6 mois. Et après, j'allais plus à l'école, à l'université. Pour tuer le temps, je passais ma journée à Fort-de-France. Vous connaissez la savane à Fort-de-France? Oui. Moi, oui. Je prenais mes cahiers et je m'allongeais. Il n'y avait même pas de natte. Je m'allongeais dans l'herbe et puis je regardais les petits oiseaux, je regardais la nature, j'allais au cinéma. Je passais toute ma journée à la bibliothèque Shell. Je ne voulais pas dire le nom. En fait, la grande bibliothèque de Fort-de-France, je passais mes journées à étudier. Puis à la fin de l'année, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai dit à mes parents, l'université, c'est pas pour moi. Je me suis inscrite à l'école hôtelière. J'ai étudié les métiers du tourisme. Et j'ai bien réussi dans ma vie. Mais parce que je ne voulais pas être enfermée, c'était... Tu vois pas le soleil, tu vois pas la pluie, tu vois pas les petits oiseaux. Moi, j'avais besoin de ce contact avec la nature et j'ai eu de la chance de travailler dans un super grand hôtel avec des jardins magnifiques. Et j'étais heureuse. Et puis la mer à côté. Mais tu sais, il ne faut pas croire. Hein. Moi, je connais beaucoup de personnes. Et j'ai réussi. Hein. Bien sûr. J'ai réussi. J'ai pas eu des diplômes universitaires, mais j'avais un super salaire. J'ai voyagé, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai été formée en Europe. J'ai voyagé partout dans la Caraïbe. J'ai réussi ma vie. Il ne faut pas croire. Hein. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont qui travaillent dans des bureaux, on va dire, des métiers de bureau. À part le fait de démarrer leur voiture le matin, démarrer leur voiture le soir après le travail, ils ne sont pas heureux, il ne faut pas croire. Hein. On les met dans des cases, mais la majorité que moi je connais, et après, quand ils rentrent chez eux, ils travaillent encore. Donc je ne pense pas que ça soit... Et en plus, pour quelqu'un, donc tu travailles plus de 8 heures et à la fin, quand tu demandes une augmentation de salaire, on te regarde, on te dit, mais tu as juste fait ton travail. Donc, il ne faut pas croire. Hein. Il ne faut pas être prisonnier de ce système. Elle avait du cas dire, on l'a compris. Oui, excuse-moi. Les sujets vont s'éloigner. En fait, c'est par rapport à ce que tu as dit, l'éducation par la négativité. Alors moi, c'est vrai que mon père, il avait beaucoup tendance à nous dire des choses. Je ne vais pas répéter. Je vais pas... Merci. Voilà, c'est ça. T'as pas en tête. Et en fait, moi, ça m'a surtout mis une rage de réussir, en fait. Parce que je me suis dit, je vais lui montrer que ce qu'il raconte là, c'est faux, en fait. Moi, je vais réussir, en fait. Ouais, je vois. J'ai fait quelque chose d'inversé, en fait, par rapport à ce qu'il disait. Quelque part, je me suis programmée, comme disait Niézi, je me suis programmée pour réussir. Toujours avec mon expérience d'enseignante au CP. Eh bien, lorsque les élèves commençaient à chahuter, donc moi, ce que je disais pas, taisez-vous, j'enchaînais une chanson. Ce qui fait que les enfants chantaient, on chante et de plus en plus, on monte, on redescend, je prends une chanson qui fait calmer et après on reprend le travail. C'est hyper intéressant et je vois, c'est ça, moi, alors j'ai été professeur aussi, voilà, j'ai travaillé avec des élèves, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire. Et en fait, c'est ça que je reproche aux professeurs, aux maîtresses, etc. C'est au lieu d'arrêter l'énergie de l'enfant, maintenant, en fait, capte son énergie et utilise ça pour faire quelque chose. Et c'est ça le truc, c'est que les enfants aujourd'hui, moi j'étais par exemple professeur en 5e. Et un jour en 5e, Midi, toi? Excuse-moi, mais oui, c'est pas grave. Ouais, on va parler. Même moi, je Mais juste pour finir ce que je disais qu'encore. Oui, tu étais prof en 5e. Oui, et en fait, justement, un jour, il y a une dame qui est venue dans la classe, je ne sais plus ce que sa fonction c'était quoi. Et effectivement, les enfants, on l'a vu arriver, donc ils ont commencé à parler, parce qu'en fait, elle est venue me parler. Ils ont commencé à parler et tout machin. Ok. Et la dame, elle a vu ça,
Et elle a fait que péter un cri derrière les enfants en mode on se tait, enfin je sais plus trop ce qu'elle a dit, mais en gros en mode on se tait. Et même moi ça m'avait choquée sur le moment. Et finalement, alors je donnais ma classe, mais ce que je veux dire par là, c'est que même par la suite, j'avais des élèves qui étaient un peu disciplinés, qui étaient voilà un peu, mais en fait ce que je faisais, c'est que je rentrais dans leur conversation. J'allais en fait, je les ramenais finalement à mon sujet principal. Et les profs aujourd'hui, les maîtresses, ils n'ont pas de patience. Surtout les anciennes là, ils vont tabler, c'est pas la mode, voilà, coup de bâton, non en fait. Et la problématique c'est ça, c'est que quand vous faites, et c'est un message que je fais passer, je regarde la caméra, c'est un message que je fais passer aux maîtresses et maîtres d'école et professeurs. Quand vous faites un métier, faites-le parce que vous l'aimez ou alors programmez-vous avant d'aller au travail. Parce que mais voilà ce que je veux dire, la problématique c'est que je ne sais pas, laissez vos problèmes de côté. Non, en fait, vous allez, vous avez entre vos mains l'avenir en fait, des élèves. Moi, quand je prends mon histoire, quand j'étais en... Alors, ma mère ne le sait pas, mais... Elle va le découvrir. On t'écoute. En fait, l'année d'avant, j'étais partie de Saint-Martin et j'étais à Longueuil. Donc en première, j'ai fait ma première en Guyane. Et mon Dieu, je suis tombée sur un prof de SVT, je détestais cette matière, je ne comprenais rien. En plus de ça, j'avais l'impression d'être en retard par rapport aux autres, alors que les autres, en fait, c'est juste leur mère qui était infirmière, enfin bref. Mais du coup, je me sentais hyper mal et je détestais cette matière. Et quand je suis arrivée en terminale, j'ai eu une autre prof. Et j'allais pas dans son coin. Alors un jour, elle m'a retrouvée dans les escaliers alors que j'étais censée être dans son coin. Les escaliers toute seule, j'attendais que l'heure passe quoi. Et pourtant j'étais bonne élève à l'école et j'aimais l'école et tout, mais je détestais la SVT. Elle m'a dit Emmanuel, viens, on va en cours. Et c'est bizarre, hein, mais rien que le fait d'avoir fait ça, j'ai eu la meilleure note. Ma meilleure note au bac, c'était en SVT. J'ai eu 16 en SVT au bac, sachant qu'on avait des travaux pratiques. Il y a 2 épreuves, il y a l'épreuve écrite et l'épreuve pratique. J'ai eu le maximum de points dans l'épreuve pratique et j'étais trop fière de moi. Et ça, je le dis, hein, madame, je peux le dire son nom là. C'est positif. Merci à vous, madame. En Guyane, parce que sincèrement, cette dame, elle a changé le cours de... Alors, je ne dis pas que les professeurs sont là pour sauver les enfants, hein. Les parents doivent faire leur part, mais je pense fortement que quand ils sont là et qu'ils aiment ce qu'ils font et qu'ils mesurent l'impact qu'ils peuvent avoir sur la vie d'un enfant, d'un adolescent, ben en fait, tu sais, la vraie question en fait, moi j'ai une amie qui a fait l'école récemment de professeur et tout là, et elle me dit, tu sais, le vrai problème, tu deviens professeur en ayant une bonne note universitaire. Tu ne deviens pas professeur en ayant une bonne note par rapport aux élèves. C'est-à-dire, en gros, c'est parce que tu as fait plaisir à des universitaires et à des pairs, quand je dis tes pairs universitaires, que tu es validé. Non, mais je parle de professeurs de secondaire, enfin de lycée, collège. Et en gros, ils passent au concours. Mais bref, mais justement, c'est ça. Elle me dit, tu dois passer ton concours. Et passer ton concours, c'est répondre à ce que tes pairs attendent de toi. Genre, tu dois être dans une case et répondre à ce qu'on te demande. Et ensuite, quand tu arrives sur le terrain, ben, généralement, en plus, ça n'a rien à voir. Et en plus, tu es déjà, comment on appelle ça, fonctionnaire. Donc, genre, ton contrat, tout est assuré à vie. Tu n'as rien à assurer, quoi. Et je me disais, elle a vu la différence. Et elle a vu la différence entre les gens, des personnes qui voulaient juste faire plaisir aux pères. Et les pères, entre guillemets, enfin, vous comprenez, oui, faire plaisir aux pères. Et ceux donc, qui ont échoué après, ou qui sont en dépression, en burn-out, ou tout ce que tu veux, ou bien ils s'en foutent complètement des élèves. Et ceux qui n'ont pas voulu faire plaisir aux pères et qui aujourd'hui sont adorés des professeurs, tu vois. Parce que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, tu deviens professeur
parce que tu as fait plaisir à quelqu'un qui n'est même plus un enfant. C'est ça, en fait, le problème. Avec ce que je dis. Moi, je ne pense pas que c'est un lien avec faire plaisir au père ou pas faire plaisir au père. Effectivement, je conçois le fait que finalement, tu as eu un diplôme en fonction des compétences, de est-ce que tu as bien su répondre à des questions ou pas. Mais il y a, je ne sais pas comment le nommer, mais c'est pas faire plaisir au père le problème. Ce qui est problématique, c'est l'état d'esprit avec lequel tu viens. Donc, s'il le faut rajouter, je ne sais pas, du développement personnel ou finalement rajouter des cours, des formations sur comment être devant les élèves, je ne sais pas moi, mais ils le font. Mais ce que je veux dire par là, c'est, tu vois, c'est vraiment concrètement pas le côté compétences et etc., mais plus le côté mon énergie, en fait, comment je la gère. Ouais, Je pense que il faudrait que les enseignants aient moins de charges, en fait. Aussi. Moins de charges, Ça, parce que Elle a pas tort. pour avoir été dans la situation, en fait, il y a beaucoup de paperasse à faire. Tu passes plus de temps à préparer, etc., que le temps avec les élèves, en fait. Moi, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a des formations sur la pédagogie différenciée, etc. Ces formations-là existent. Mais on demande quand même beaucoup trop de choses à un enseignant qui n'est pas de l'enseignement. En fait. Voilà, c'est ça le truc. Pour avoir été... Moi, je te rejoins, parce que pour avoir été... Au-delà même de la paperasse, là où je te rejoins, pour avoir été... Je n'ai pas été enseignant, j'étais sous-enseignant pour financer mes études. Il y a une phrase que j'ai souvent dit, les professeurs sont là pour t'enseigner, pas pour t'éduquer. Et aujourd'hui, je trouve que des professeurs ont une charge aussi qui est extraordinaire et qui ne devrait pas avoir. Parce que moi, une fois, je suis rentré dans une salle d'école et la prof me dit carrément, devant les enfants, elle me dit, tu vois, les deux premières rangées, c'est ceux qui écoutent. La rangée du milieu, bon, ils écoutent de temps en temps, il faut leur voir le leçon. Et toi, la rangée du fond, je ne sais même pas comment tu t'appelles? Il a pas dit son nom. Et ça ne fait même pas comment s'appelle l'enfant. Et je lui dis, mais pourquoi tu es autant comme ça? Elle me dit, mais quand on est en réunion de professeurs, j'essaie de dire, ouais, mais allons inclure ces enfants-là qui sont peut-être plus que les difficultés, allons les inclure et tout. Les professeurs te disent, non, mais c'est les parents qui doivent... Il me dit, mais nous, on est là pour enseigner, donc autant enseigner. S'il entend, il n'entend pas. C'est ok, d'accord, mais au moins il en enseigne. Non. Les profs même lui disent, mais arrête de perdre ton temps. Donc elle se dit, bon, je vais essayer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais si je le fais par exemple au CE1, et elle arrive, après ça ne fait pas au CM1, ce que j'ai fait pendant une année, ça ne servira à rien. Donc en fait, on ne peut pas blâmer les professeurs, mais c'est tout un écosystème, je pense, qu'il faut pouvoir revoir. Je peux quand même rebondir dessus parce que je pense que alors, je suis d'accord avec le fait que les professeurs ne doivent pas éduquer les élèves, ok? C'est le rôle des parents. Je pense quand même que... Ah, t'as vraiment... Ouais. Ça s'appelle... on peut mettre pause. On peut Est-ce que quelqu'un peut se lever? On peut attendre. Oh, mais j'ai un appel WhatsApp. Moi, je mange. Un appel Non, mais WhatsApp. attends, mais je parle. Non, mais ça filme. Oui, ça c'est bon. filme. Donc, du coup, je disais que je pense quand même que les professeurs, même s'ils n'éduquent pas les enfants, ils ont quand même l'éducation scolaire des enfants entre leurs mains. Oui. Donc, du coup, c'est quand même nécessaire, tu vois, tout ce qu'on leur demande. Maintenant, effectivement, ça revient à leur éducation en tant que des êtres humains dans la société, etc. Et ça revient à ce que Imé-Jaina disait tout à l'heure. C'est-à-dire que les enfants aujourd'hui, ils sont curieux, voilà, sauf qu'on ne les intéresse pas, ok? Mais au-delà, ou alors ils sont curieux, mais on est dans une société où ils sont curieux d'aller vers des choses qui ne vont rien leur apporter. Donc du coup, ils vont aller, et la problématique c'est que c'est pas un truc qui se fait pour cette génération-là, c'est quelque chose qui remonte. Je ne sais pas à quel moment ça s'est fait, mais quand je vois des parents qui écoutent certaines chansons avec leurs enfants, moi ça me choque. Je me dis, mais oui, l'éducation des enfants. Voilà, c'est un sujet très fort là. C'est pas, et après, tu dis, on n'a pas tout le temps, mais... j'ai pas entendu les paroles,
mais c'est pour la prochaine fois. Je suis Oui. jamais- Voilà, ça va être la Maniambe, prochaine fois. c'est vrai que je te remercie une fois de plus de m'avoir invité à ce premier talk show, mais j'aimerais vraiment, avant qu'on se sépare, discuter de la vie chère. Du Ok. sujet sensible Ok. en ce moment. Il nous reste Attends, combien de il y a Quelques pas beaucoup de minutes. temps. Attends, j'aurai Moi, de... je suis un ordinateur. Non, je le branche, je dois retirer son micro. Ah, mince. Ouais, Donc tu annonces à Raphaël, tu dis Raphaël. Raphaël, voilà, donc là, on va juste passer à la vie chère pendant quelques minutes. Quelques minutes. Parce que Même si façon- c'est 5 minutes. En fait, on fait une intro pour la prochaine fois. Voilà, il a dit. On fait la prochaine Voilà, fois. Ok. Ouais. Donc chacun donne son avis en 1 ou 2 minutes. Je vais faire une D'accord. C'est bon. Mhm. Donc maintenant, on va quand même parler d'un sujet qui est très important pour nous tous. Vas-y. C'est bon? Ah, on a un sujet qui est très important, qu'il faut qu'on aborde quand même, qui nous touche tous, qui vous touche aussi ceux qui regardent en ce moment ce podcast. C'est le sujet de la vie chère. Donc pour mettre un peu le contexte, tout est cher. On parle de Martinique, Guyane, voilà. On va pas tourner autour du pot. Mais récemment, il y a eu aussi une marche, une manifestation organisée par des artistes et autres. Je pense qu'elle était plus suivie en Martinique qu'en Guadeloupe. Et de manière très simple, parce que c'est pour annoncer le sujet de la semaine prochaine, de la prochaine fois en tout cas. Quel est votre avis sur le sujet de la vie chère? Donc on va commencer par Aimé et on va arriver jusqu'à... Alors, en tant que... On a 5 minutes. Ouais, Je te donne mon temps de parole. voilà. Non, je ne vais pas être longue. Allez, vas-y, Je vas-y. vais juste 1 minute. Alors, je crois que je suis... Non, pas je crois, j'aime pas le mot quoi. Je suis activiste dans l'âme. J'ai horreur de l'injustice. Oui, les choses sont très chères. Oui, on purge, on opprime, on oppresse le peuple. Mais en même temps, ce qui se passe, je suis très contente de ce qui se passe. C'est vrai que peut-être sous la forme, c'est pas ça. Avec tout ce que j'étudie à Niger, je dirais que, ok les gars, vous n'êtes pas préparés comme il se devait. Mais bon, voilà, ça c'est mon avis. Je ne les juge pas. Je trouve courageux quand même qu'ils aient mené cette action. Mais il y a une phrase que je retiens de Kalala. Dans tout ce que j'ai entendu de lui, même lu de Kalala, Kalala nous disait, il faut manifester notre volonté de puissance. Manifester notre volonté de puissance. Je dis que si aujourd'hui on en est arrivé là, ben c'est le début de la fin d'un règne de ces personnes. Je ne vais même pas nommer leur nom. J'ai dit, allez, Banco, c'est le moment de repenser notre société. Je vais entrer dans les détails dans la prochaine édition. Vas-y. Moi, je dirais un seul mot, autodétermination. Quand on est à se battre constamment contre l'autre, ben justement, on lui donne notre puissance. Et nous, finalement, ça revient à ce que je disais depuis le début. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend que l'autre nous donne l'autorisation ou détermine justement les prix qu'on va payer, etc. Ou alors, est-ce qu'on se dit non, je vais créer mes affaires? Oui, c'est difficile. Oui, l'idée, c'est pas d'aller mettre les oppresseurs, de détruire leur business ou quoi que ce soit. Il y aura toujours des gens qui iront acheter chez eux, il y aura toujours... Et après, je parle pas uniquement de... Comment dire, des supermarchés ni quoi que ce soit. Donc oui, il y a des choses qu'il y aura toujours. Mais encore une fois, c'est prendre du recul et repointer, remettre le doigt en fait vers soi et se dire qu'est-ce que moi je fais. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais laisser déjà la place pour la semaine, pour la fois prochaine, le prochain épisode. Moi, je dirais juste que je trouve bizarre de plus en plus qu'on demande à... c'est encore ta maman. Vas-y, Attends. rapidement. Je trouve juste bizarre qu'on veuille encore se déplacer, encore marcher pour des produits qui nous tuent. Parce que finalement, on demande à consommer des choses moins chères pour des produits qui nous tuent. Et c'est Tiffany qui vit parce qu'elle fait un appel. Donc, mais Raphaël va. Donc Raphaël fera le montage. Mais moi, je pense que
effectivement, pour aller sur votre lignée, il est quand même temps qu'on ait notre propre marque de t-shirt, notre propre marque de farine, notre propre marque de lait, notre propre marque, voilà, qu'on ait quand même cette dynamique de se dire qu'on fait les choses, quoi, entre nous. Mais que, pour que vous puissiez comprendre, c'est comme quand je regarde l'NBA, je vois des joueurs noirs qui courent sur un terrain de basket, le terrain ne leur appartient pas, le ballon ne leur appartient pas, les chaussures ne leur appartiennent pas, ils n'ont même pas un bandeau avec leur nom dessus, sauf peut-être Michael Jordan qui a compris, mais les autres, c'est nous les acteurs. Donc je pense que même un t-shirt marqué dessus ensemble et on le vend pour pouvoir ouvrir une société par la suite où on crée déjà pour mes business, on est 400 000, 1 million par-ci, 1 million par-là, il fait des millions. Si on fait un t-shirt qu'on nous vend, on est 20 milliardaires, on peut ouvrir une société. Donc moi je pense plus qu'il faut se diriger vers cela et bon, je ne vais pas trop en dire, mais rendez-vous la semaine prochaine. Vas-y. Bon, moi, je ne vais pas faire de la redite, vous avez déjà tout dit. Je vais juste répéter, manifester sa puissance. C'est ça. Et autodétermination. Je pense que tout est dit, tout est clair. Je vais rajouter un dernier mot, mais ça fera aussi l'objet de peut-être un autre talk show. Indépendance totale. Oui. Alors là, vous savez quoi? Faut pas être. Ne soyez pas. Juste un mot. vas-y. Juste un mot. Ce n'est pas de la politique. Il faut arrêter d'être coincé. Cette pudeur. Indépendance totale. Ok, bon, au moins, ça tout c'est dit. Tout est dit, tout est clair. Bon, En tout cas, je tiens quand même à vous remercier d'avoir été Oui. là. Et Merci à vous, merci à toi, Daniel. Oui, merci, Madame. Waja. moi, c'est Kalala, c'est lui qui a l'origine de tout. Moi, j'étais juste là, un moment, je suis passé, on m'a dit, voilà, fais le podcast. Mais mis à part ça, je pense que c'est un bon moment qu'on passe ensemble. Oui. On n'a pas vu l'heure, on ne va même pas l'heure passer. Donc, c'est qu'on est très bien ensemble. Et j'espère aussi que ceux qui nous écoutent vont apprécier ce moment. Donc, en commentaire, vous pouvez réagir. On va prendre le temps de répondre à un maximum de questions, un maximum d'interrogations et autres. Mais en tout cas, on espère que ce format-là vous plaît. On va le faire évoluer. Moi, j'ai plein d'idées, mais on va le faire évoluer. On a commencé de manière très simple. J'espère que ça vous a plu, vous. Moi, je dis déjà rendez-vous. Ah oui. Ok, d'accord. Donc, au moins, j'ai déjà quelqu'un. Oh oui. 2, Je réponds présent. 3. Donc, on va même inviter du monde. Enfin, bon, bref, voilà ça. On verra comment on J'ai un fait. sujet costaud. Ok. Je vais venir avec des images. Ah, ouais, mais attention, on fait fichier. On fait tout. Ouais. Bon, allez, on finit. Oui. Mais, Peut-être pour le troisième. très bien. Et, Les idées fusent. voilà, parce que toi aussi, voilà. Mais en tout cas, très cher, quand même, il faut qu'on arrête, il faut qu'on y aille. Mais en tout cas, merci à vous tous, mesdames. Merci aussi à ceux qui nous écoutent, ceux qui sont présents, ceux qui sont à distance. Mettez des likes, mettez des commentaires. Déjà, c'est des cours, c'est des livres, c'est des voyages. En commentaire, mettez soit livres, soit cours, soit voyages pour aller en Égypte, donc le voyage en Égypte. On va tout vous expliquer. Et une chose, on continue la marche en avant. À tout, mes très chers. Merci pour tout. Bye bye. À la prochaine. C'est bon. Coupé. Alors, je vais